Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, l'opposition béninoise réclame un audit de la liste électorale avant l'élection présidentielle de 2021. Dans une déclaration faite ce 27 décembre, plusieurs partis et associations remettent en cause la crédibilité de la liste électorale, mais également la composition de l'institution chargée d'actualiser cette liste. Les Centrafricains dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle et des législatives. Le dépouillement des votes est en cours. Un double scrutin qui avait lieu ce dimanche sous haute tension avec la menace d'une nouvelle offensive rebelle. Et le Rwanda, un modèle dans la gestion de la crise sanitaire. Le pays a été plusieurs fois félicité, notamment par l'Organisation mondiale de la santé. Une gestion entre anticipation des autorités et coopération de la population. Un audit de la liste électorale, c'est ce que réclame l'opposition béninoise. Des partis et associations réunis dans un collectif se sont exprimés ce dimanche 27 décembre. Ils estiment que l'élection présidentielle prévue en 2021 ne peut se tenir sur la base de l'actuelle liste. Ils dénoncent notamment l'absence de l'opposition dans le COS, Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, chargé de l'actualisation de la liste. Écoutez Eric Ondete, responsable du parti d'opposition Les Démocrates. Aucune élection ne peut être transparente sans une liste électorale crédible, élaborée sous le contrôle vigilant de toutes les parties, opposition, mouvance et société civile. C'est la raison pour laquelle toutes les structures de gestion de la liste électorale permanente informatisée ont été conçues pour être paritaires, que ce soit le CPS pour l'élaboration de la liste ou les différentes autres institutions, COS pour son actualisation. Il se fait qu'avec l'élection d'une Assemblée nationale monocolore, le COS-LEPI actuel est tout aussi monocolore. Signalons qu'avec le RAVIP, plus de 2 millions de personnes reçoivent des actes de naissance dans une totale opacité et en dehors des structures prévues pour la délivrance de tels actes. Les partis, associations, mouvements et personnalités de l'opposition regroupés au sein du collectif jugent inadmissible l'organisation des élections sur la base d'une telle liste et en exigent un audit indépendant. Dans l'actualité également, au moins 11 morts en Guinée dans des heurts communautaires. Les violences qui ont opposé les communautés Thomas et Thomas Mania se sont produites dans la ville de Macenta, au sud du pays. Elles ont été causées par le projet d'inauguration d'une nouvelle résidence du patriarche des Thomas. Les violences ont débuté samedi et se sont poursuivies dimanche, malgré l'arrivée de renforts. Plusieurs militaires ont d'ailleurs été blessés dans ces affrontements. Le dépouillement est en cours en Centrafrique après le double scrutin de ce dimanche présidentiel et législatif. L'heure est au comptage des voix, mais aussi des premiers bilans. Ces élections se déroulaient, pour rappel, sous haute tension après des menaces de nouvelles offensives rebelles. Pour autant, à Bangui, plusieurs bureaux de vote ont noté une forte participation. Reportage de notre envoyé spécial dans la capitale, Etienne Dassar. Après la fermeture des scrutins de la présidentielle et des législatives du 27 décembre en Centrafrique, les bureaux de vote à Bangui se sont transformés en bureaux de dépouillement. Dans ce centre de vote situé au quartier Wango, les membres des bureaux de vote confirment une participation massive de l'électorat. Beaucoup sont présentés, par exemple sur nous. Nous avons un listing qui comporte 477 personnes. Maintenant, il y a 400 personnes qui ont eu à participer. Sous l'œil attentif des représentants des partis politiques, mais aussi d'une mission d'observation venue des États-Unis d'Amérique, les membres de ce bureau de vote ont procédé en premier
au dépouillement de l'urne de la présidentielle. Un exercice parfois tendu. Ici, les représentants des partis politiques ont eu du mal à s'entendre sur la validité d'un bulletin de vote. Ils s'accordent cependant sur le bon déroulement du scrutin dans leur centre de vote. Non, c'est très bien passé. C'est très bien passé. C'est bon. Dans la transparence, c'est OK. Rien de grave, ça arrive. C'est très bien. Les votes ont bien démarré depuis le matin. Les participants, ils sont là depuis le matin pour aller voter. Et puis il y a beaucoup de monde. Et puis les élections passent très bien dans le nord. Dans un document rendu public par le comité stratégique de la sécurisation des élections, il ressort que près de 15 sous-préfectures dans le pays n'ont pas pu participer au scrutin en raison de l'insécurité. Les réseaux sociaux ont très vite été inondés d'informations relatives aux résultats des différents bureaux de vote. Des résultats du scrutin présidentiel qui placent le président sortant Touadéra largement en tête. La ville de Bangui a été illuminée par des feux d'artifice dans la nuit. Les Banguissois y voient une annonce de la victoire du candidat du MCU. Lendemain d'élection également au Niger, où avait lieu ce dimanche le premier tour de la présidentielle, une élection avec une résonance particulière, puisqu'il s'agit de la première transition démocratique entre deux présidents élus. En attendant les premiers résultats, retour sur les enjeux de cette élection avec notre envoyé spécial Oliva Diakota. Le premier enjeu majeur du 7e scrutin présidentiel du Niger pourrait être la continuité ou l'alternance démocratique à la tête du pays. Pouvoir et opposition devront réaliser ce rêve dès le premier ou au second tour. Autre enjeu, la passation pacifique et démocratique du pouvoir d'un président sortant à son successeur. Un exercice jamais expérimenté au Niger en 28 ans de pratique démocratique. On souhaiterait que le meilleur gagne. Voilà. Nous, on veut rien si ce n'est pas la paix. J'ai choisi mon candidat préféré. Je lui souhaite bonne chance. Si le travail qu'ils ont eu à faire durant ces 5 dernières années sont bien, ils seront reconduits. Dans le cas contraire, si les Nigériens ne sont pas contents de ce qu'ils ont fait, effectivement, là, c'est une nouvelle équipe qui sera mise au test. Assurer la transparence et la crédibilité du scrutin pour éviter une crise post-électorale reste également un enjeu capital à en croire des observateurs. L'essentiel, c'est que cette élection-là se déroule devant de la paix et en respectant vraiment le verdict des urnes. Parce que si on triche, ça ne grandit personne. Ça ne fait pas honneur. En rappel, ils sont désormais 28 en lice pour la présidentielle au lieu de 30 au départ, car 2 candidats se sont désistés, l'un en faveur du candidat Bazoum du parti au pouvoir et l'autre pour Mahaman Ousmane de l'opposition. 7,5 millions d'euros pour l'accès à l'eau potable dans le Sahel et dans la Corne de l'Afrique. C'est le financement accordé par le Fonds nordique de développement à la Facilité africaine de l'eau, un fonds hébergé par la Banque africaine de développement. Une subvention qui permettra notamment de renforcer l'approvisionnement en eau dans cette période de crise sanitaire. Lorita Simbo. Le Fonds nordique de développement FND va octroyer 7,5 millions d'euros à la Facilité africaine de l'eau FAE. Cette somme est destinée à la relance et à la préparation des projets prêts à investir pour l'approvisionnement en eau, l'assainissement et la gestion intégrée des ressources en eau dans le Sahel et la Corne de l'Afrique. Cette subvention permettra à la Facilité africaine de l'eau de remplir son mandat de préparation de projets prêts à être investis et son approche de résistance au climat pour les interventions en matière d'approvisionnement en eau, d'assainissement et de gestion intégrée des ressources en eau. Le fonds FAE, hébergé par la Banque africaine de développement, est une initiative pilotée par le Conseil des ministres africains de l'eau et destinée à mobiliser des fonds pour financer des activités de développement des ressources en eau en Afrique. Le conseil d'administration du Fonds nordique de développement a approuvé cette subvention dans le cadre de son initiative COVID-19 Recovery through Climate Resilient Water and Sanitation in Africa. L'octroi
par la NDF, le fonds nordique de développement qui est hébergé par la BAD de ces 7,5 millions d'euros est bienvenu vu la conjoncture économique très difficile dans laquelle se trouvent toutes les économies africaines qui sont très fragiles. Ça devrait améliorer l'approvisionnement en eau potable, mais demeure très en deçà des besoins réels de ces populations. Il faut plus d'organisation, de planification, de vision prospective et de volonté politique pour s'en sortir. Ce programme de financement fait suite à une subvention antérieure du Fonds nordique de développement à la Facilité africaine de l'eau pour financer un appel à proposition pour la préparation d'une infrastructure d'eau et la gestion des ressources en eau résistantes au climat en Afrique subsaharienne. Notons que le Fonds nordique de développement est soutenu dans ses initiatives par le gouvernement du Danemark. C'est un pays dont la gestion de la crise sanitaire a été saluée par l'Organisation mondiale de la santé. Le Rwanda figure de modèle dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Les mesures restrictives prises par les autorités ont d'ailleurs été bien comprises par la population, dont le comportement coopératif a permis de contenir l'épidémie. Reportage de notre correspondant Fratendaki Senga. Même avec ce qui ressemble à une deuxième vague de la pandémie à coronavirus, le Rwanda reste un pays modèle dans la gestion du Covid-19 selon plusieurs observateurs. Quelques semaines après l'apparition de la pandémie sur le continent, le Rwanda fut l'un des premiers pays à imposer le confinement total, ce qui a aidé les autorités à contenir le nombre de cas importés. Étant donné que c'était une crise sanitaire, tout le monde était impliqué, ça veut dire le ministère du Commerce a pris sa part en gérant le monde des affaires par rapport à la pandémie. Le ministère de l'Agriculture a eu des stratégies par rapport à la Covid-19. Tous les secteurs. Donc c'était une approche multisectorielle qui a fait qu'il y a eu un bon résultat. Réponse collective de la part des autorités, mais également la collaboration de la population qui est allouée selon d'autres analystes. Si le gouvernement a instauré des mesures strictes à respecter, il n'a pas eu trop de mal à les faire respecter par les populations. La crise qu'on a vue et qu'on a sentie chez les autorités, elle est descendue jusqu'au plus bas, jusqu'aux citoyens lambda, qui a compris que le temps était difficile, les temps étaient durs, il fallait être vraiment très très prudent. Et je pense que ça a contribué à ce que les gens puissent rester chez eux et rester extrêmement prudents. Jusqu'au 26 décembre, le Rwanda avait enregistré 7817 cas positifs sur plus de 714 000 tests réalisés avec 72 décès et plus de 6 000 guérisons. À part les strictes mesures imposées, le Rwanda a été félicité pour avoir fait usage de la technologie dans son combat contre le Covid-19. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.